durable, en théorie, c'est quelque chose de très bien, puisque c'est une synthèse entre l'économie, produire, le social, répartir, et l'environnement, préserver. Donc, a priori, on ne peut qu'être d'accord. Et je suis bien évidemment un partisan du développement durable. Le problème que j'ai, c'est qu'on a l'impression que le mot durable, interprété comme ne plus toucher à la nature, a pris le pas sur ce qui devrait quand même être l'objectif premier de l'humanité, c'est-à-dire le développement entendu comme la maîtrise de la mort précoce, de la maladie. Il y a aujourd'hui 2 milliards d'êtres humains qui vivent dans le dénuement, et nous ne sommes là qu'à parler des jardins de la terre, de la préservation de la nature. Et on a l'impression aujourd'hui d'avoir développé une vision du monde, au nom du développement durable, qui est très élitiste et très régressive. Et très idéaliste, bien sûr, parce qu'on idéalise l'âge d'or des sociétés traditionnelles, on idéalise une biodiversité qui existerait indépendamment de l'homme, on idéalise une nature qui serait forcément bienveillante, alors que la nature, si je puis dire à l'état naturel, eh bien il n'y a rien de plus terrible, c'est le sacrifice du faible au profit du fort. C'est vrai qu'il y a des grands défis. Alors les grands défis peuvent être interprétés en agitant l'industrie de la peur, c'est-à-dire faire du catastrophisme en permanence, en disant les choses vont de mal en pis, nous sommes trop nombreux sur la terre, nous devons absolument nous amender. C'est-à-dire qu'il y a un discours de nature religieuse aujourd'hui, et ce discours de nature religieuse, il sert d'une certaine façon le capitalisme, puisque le capitalisme permet... il adore l'écologie, les capitalistes. Les Américains disent green is gold. Le vert, c'est de l'argent. Parce que ça nous incite à remplacer nos machines, ça nous incite à faire des dons, ça nous incite à être toujours dans la mauvaise conscience. Et ce que montre ce livre, c'est que les défis à relever, ce ne sont pas des espèces de défis totalement infranchissables. L'idée, c'est, on n'est pas trop nombreux sur la Terre, c'est vrai qu'aujourd'hui on est 6,5 milliards, demain on sera 9 milliards, mais on ne dépassera, la population mondiale aujourd'hui, elle ne doublera plus jamais. Donc la question c'est comment vivre à 9 ou 10 milliards sur la Terre en assurant à chacun d'entre nous de quoi se nourrir, mais de quoi aussi avoir une dignité, de quoi être reconnu en tant qu'être humain. Et les réponses qu'apporte aujourd'hui le développement durable, ce sont uniquement des réponses régressives, des réponses malthusiennes. Ne plus toucher à rien, nous sommes dans la 6e grande extinction, tout est dramatique. Il faut quand même voir que le monde vivait dans l'extrême pauvreté, avec des densités de population, avec des espérances de vie très faibles il y a encore 50 ans, et que l'Occident a fait des progrès considérables. Alors bien sûr, il a fait des progrès considérables en exerçant des pressions sur l'environnement. Il ne s'agit pas de nier tout ce qu'il faut mettre en œuvre comme chantier, mais il ne faut jamais oublier que le plus important aujourd'hui, ce à quoi on doit s'attaquer, c'est l'humanité des êtres humains. Et qu'on est tous effectivement sur le même bateau, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en pousser certains par-dessus bord ou les cantonner dans des bidonvilles ou dans des endroits où on ne veut pas en entendre parler. Ça veut dire qu'il faut travailler tous ensemble à essayer de résoudre ces grands défis environnementaux. Mais tous ensemble, c'est le plus important. Si vous voulez, c'est vrai que pendant des années, nous avons vécu dans le mythe de la croissance à tout prix et du productivisme. Ils étaient nécessaires parce qu'il y avait des défis à remplir. Par exemple, nourrir l'humanité. Nourrir l'humanité, c'était une grande question. Le monde a vécu avec la peur de manquer pendant des millénaires. Aujourd'hui, on a vaincu la peur de manquer, mais on se rend compte que la répartition, la redistribution ne va pas, puisqu'on vient d'être confronté à des émeutes de la faim. Donc, cette question de comment utiliser au mieux nos ressources pour faire en sorte que chacun ait accès au minimum vital, eh bien ce sont les vraies questions du développement durable. C'est par cela qu'il faut commencer. Mais il ne faut pas opposer d'un côté une nature qui serait forcément bienveillante, harmonieuse, sereine, et de l'autre côté des hommes qui seraient forcément proliférants, parasites et destructeurs. Si le monde est tel qu'il est, c'est parce qu'il a été façonné par l'être humain. Ce qui est curieux, c'est que le développement durable a été instrumentalisé par un certain nombre de structures qui ont intérêt à s'emparer de cette notion de développement durable pour faire fonctionner à la fois l'industrie de la peur et le catastrophisme. Et pourquoi l'industrie de la peur et le catastrophisme? Eh bien pour mieux nous amener à entrer dans un système de dépendance psychologique, de faire des dons, de changer nos comportements, etc. Alors
Aujourd'hui, le développement durable, c'est un formidable outil pour les entreprises. Toutes se qualifient de vertueuses, et donc elles sont toutes à instrumentaliser cette notion dans leur campagne d'affichage, dans leur logique. Vous savez, c'est Peugeot qui dit il y a 60%, attendez, comment il dit? Il dit que 20% de voitures sont polluantes et émettent 80% des gaz à effet de serre, remplaçons-les. D'accord, remplaçons-les, mais comment? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un système où des populations, parce qu'elles sont pauvres, sont considérées comme néfastes, comme nuisibles? Qu'il s'agisse des pauvres du Nord, c'est-à-dire des gens qui chez nous, est-ce que vous vous rendez compte qu'en Europe, par exemple, le centre-ville d'un certain nombre de capitales européennes est désormais interdite aux voitures polluantes, donc aux voitures des pauvres? Si tout le monde est astreint à un système de transport en commun, etc., très bien. Mais si les transports en commun n'existent pas, et notamment les transports en commun transversaux, mais qu'est-ce que vous faites? Vous évincez les pauvres d'un certain nombre de lieux comme s'ils n'avaient plus le droit de vivre dans ces lieux. Il y a Naomi Klein qui dit « aux riches les zones vertes, aux pauvres les zones rouges ». Eh bien, c'est vraiment quelque chose, elle résume une problématique qui me paraît essentielle. Et dans les pays du Sud, c'est encore plus grave parce que au nom du développement durable, on dit n'achetez pas chinois, ces produits sont pollués, qu'est-ce qui se passerait si demain tous les Chinois avaient une voiture? Il y a un côté extrêmement, même raciste, donneur de leçons. Donneur de leçons et raciste à l'égard, on a l'impression que les gens du Sud sont en trop. Et qu'un petit monde, vous savez, c'est le commandant Cousteau qui disait que si on était 700 millions, eh bien c'était le chiffre idéal pour la Terre. Moi, de bol, on est 6 milliards de plus. Qu'est-ce qu'on fait des 6 milliards de plus? On les rejette, on les oublie, on leur tourne le dos. Et c'est très gênant de voir que le moindre lion a droit à des immenses réserves naturelles et a été équipé de balises Argos, et qu'à côté, les villageois sont soit repoussés dans les bidonvilles, soit entassés dans des lieux qui sont des lieux résiduels, dans lesquels ils peuvent mourir de maladies qui pourraient très aisément être surmontées, dans lesquels ils n'ont pas accès à l'éducation, à la santé, et c'est cette différence de priorité qui me gêne beaucoup. Aujourd'hui, le développement durable tel qu'il est mis en œuvre, tel qu'il est promu, propagandé même pour utiliser un néologisme, c'est une machine à exclure les pauvres, c'est une machine qui vise à réserver le monde à une petite élite très sûre d'elle, qui n'est pas forcément d'ailleurs occidentale, parce qu'on la retrouve au nord et au sud, mais qui s'exerce au détriment du social. Pourquoi on a inventé des États au XXe siècle? Pour essayer de répartir, de redistribuer, de mettre en œuvre de la justice. Et aujourd'hui, au nom de la nature, au nom de l'avenir de la planète, on sacrifie une partie de l'humanité. La piste, c'est justement de pouvoir se dire que le meilleur moyen de protéger l'environnement, eh bien, c'est d'y associer les êtres humains. C'est de faire en sorte qu'un être humain n'a pas besoin de braconner ou de couper des arbres ou de fuir l'endroit où il vit, tout simplement parce que sur place, il trouve de quoi avoir un revenu, une dignité et être heureux. Et ça, ce n'est pas impossible. Le développement, c'est aujourd'hui 3 milliards d'êtres humains. Il y a un siècle, c'était beaucoup moins en proportion, un pourcentage de la population. Et donc, c'est un défi qui peut être relevé. Mais pour ça, il faut des stratégies de coopération renforcées et surtout des stratégies de coopération technique. Pourquoi? Parce que le développement durable a quand même un atout, c'est qu'il permet de mettre en œuvre des processus de production propres. C'est-à-dire qu'on arrive à alléger de plus en plus ce que le WWF appelle notre empreinte écologique. Alors l'alléger, ça veut dire arriver au même degré de confort, d'efficacité, sans peser sur les ressources de la Terre. Mais ce n'est pas en excluant une partie de la population ou en s'affrontant avec une partie de la population qu'on va pouvoir trouver des solutions globales. C'est en travaillant tous ensemble. Donc la solution, c'est travailler tous ensemble dans des stratégies de coopération beaucoup plus fortes que par le passé à associer l'homme et la nature. Et d'ailleurs, ces ONG environnementales dont je dénonce dans certains passages de mon livre une espèce d'arrogance qui met au-dessus de tout l'animal, eh bien certaines, les plus intelligentes d'entre elles sont en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'elles sont en train de se dire finalement, si on veut être efficace, si on veut être vraiment durable, il faut associer les communautés paysannes, mais aussi les gens des villes. Et finalement, tout le monde a envie de vivre dans un monde harmonieux, serein. Tout le monde a envie que ses enfants vivent mieux que soi-même. Donc je crois qu'il faut faire appel à l'intelligence de l'être humain. Vous êtes optimiste, non? Moi, je suis toujours optimiste, parce que si j'étais pas optimiste, je serais très malheureuse. Ouais, très bien, merci.